Aussi rude que l'hiver, par Quentin Clément. Résumé de la situation. Alors que le peuple goète souffre de famine, Dalos, le roi, contre l'opinion du druide de son clan, décide de mener une armée pour piller les réserves du clan Indus. Kiliam, un ancien guerrier du clan Vidial, conquis il y a 15 ans par les Kriagos, est rejeté par son épouse après avoir laissé leur fils unique mourir dans un duel d'honneur. Il repart donc vers le nord sur les terres qui l'ont vu grandir, voir s'il a encore un foyer. Ogdur le marteau, un brigand dont la bande souffrait de la faim depuis plusieurs jours, finit par commettre l'irréparable en assassinant un druide. Rejeté par les siens qui le croient maudit suite à cet acte, il part, seul, sur les routes enneigées. Partie 2. Premier jour du mois du Boulot, capitale Indus. Arella transpirait. Elle était habituée au poids de ses armes, mais Yurgad l'avait fait se lever tôt à l'annonce de la guerre et elle fatiguait. L'air glacé qui l'entourait brûlait ses poumons lorsqu'elle respirait, et elle ne sentait qu'à peine ses doigts. Elle pensait que s'entraîner par un tel hiver devait tenir du sadisme, mais Yurgan lui certifiait que le froid apprenait plus aux guerriers que l'entraînement. Il aiguisait son esprit et sa force de volonté. Un homme n'ayant jamais connu le malheur du froid n'apprenait pas à serrer les dents. Il devenait incapable de faire les choses en ressentant de la difficulté, aussi mou et fragile que la mousse au pied des arbres. Si l'entraînement apprenait la technique, le froid apprenait le courage et la ténacité. Deux choses, une fois sur le champ de bataille, aussi indispensables qu'une épée. Parfois, les leçons d'Yurgad semblaient bien vagues pour elle, mais elle les suivait assidûment. Jeune adolescente, elle avait parfois du mal à saisir toutes les métaphores et les réflexions de son maître d'armes. « Qui est l'adversaire le plus puissant que tu aies affronté ?» lui avait-elle un jour demandé. Il avait répondu « La vie elle-même, et notre duel n'est pas encore terminé. » Elle se disait parfois qu'il n'avait pas compris la question. Ou alors, c'est elle qui n'avait pas compris la réponse. Elle n'avait que 16 ans, elle savait se battre, mais personne ne savait si elle était vraiment prête pour ce qui allait arriver. Car son clan, les Indus, attendait les Goètes pour le surlendemain au plus tard. Grande pour son âge, elle dépassait en taille certains adultes. Ses larges épaules ne mettaient pas en valeur ses formes aussi jeunes qu'elle, mais elle ne s'en inquiétait pas. C'était une guerrière. Un corps puissant lui apporterait plus qu'une poitrine opulente qui pourrait la gêner au combat. Ses longs cheveux blonds bouclés étaient attachés en arrière pour lui permettre de combattre sans la gêner. Mais les quelques mèches ressorties du fil de cuir qui les maintenait volaient avec autant de fureur que ses coups d'épée. Elle avait un visage carré, aux traits qui ne mentaient pas sur son âge. Ses yeux bleus s'accordaient parfaitement à la clarté de ses cheveux. Mais si certains disaient que son visage manquait de féminité, c'était pour son nez bossu, celui de son père. Elle ne tenait d'ailleurs pas que cela de son géniteur. Un homme courageux, un guerrier mort au champ d'honneur dans une bataille contre les Christiques. Rien à voir avec sa mère et ses sœurs. Des femmes belles, mais peu courageuses. Le genre de femme à devenir serveuse ou cuisinière, à avoir un mari rondouillard et des enfants. Des personnes sans ambition, d'après Arella. Yurgad para l'un de ses coups et lui fit signe d'arrêter le combat. Elle rengaina son épée et se laissa tomber assise dans la neige alors que son maître d'armes hurlait de rire. « Tu passes ton temps à te plaindre du froid et là tu te jettes dans la neige !»« J'ai pas froid, » répondit-elle, haletante. « Je meurs de chaud. » Et Yurgad reprit son rire. Il était le champion du clan. À 29 ans, il était le meilleur guerrier indus. Ses conseils, même lorsqu'il semblait stupide, étaient suivis, car il était aussi sage qu'il était fort. Il avait une musculature peu impressionnante, mais sèche et noueuse. Petit de taille, il était souvent sous-estimé dans sa jeunesse. C'était ce qui le poussa à devenir le meilleur épéiste du clan. Afin de prouver ce qu'il valait malgré sa taille. Et il l'avait prouvé bien des fois. Il avait pour habitude de se raser le crâne. Pourtant, cet hiver-là, il avait laissé à nouveau pousser sa chevelure brune pour se protéger du froid. Mais si ses cheveux étaient courts, sa barbe touffue pendait d'une vingtaine de centimètres sous son menton. Une voix féminine s'éleva un peu plus loin, appelant la jeune Arella. « Ah, je pense que la pause va durer si Oya t'appelle. » La jeune fille soupira. « Ma mère trouve toujours le bon prétexte pour m'empêcher de m'entraîner. » Elle n'aime pas l'idée que sa fille soit guerrière, elle a peur que tu subisses le même sort que ton père, c'est normal. Si elle a peur que je meure sous les épées goètes, elle n'a qu'à me laisser m'entraîner pour éviter que ça arrive. Oya se répéta. Arella se releva et salua son mentor avant de prendre la direction de sa maison. Elle commençait à frissonner, sa transpiration était glacée. Sa mère l'attendait à l'entrée de la petite maison et lui fit signe d'entrer.
Elle s'exécuta sans broncher et se posa près du feu sur lequel chauffait de l'eau. Oya vint vers sa fille, une corne à la main, et la remplit d'eau chaude avant de la tendre à Arella qui la remercia. « Il fait trop froid pour se battre. »« Pas assez froid pour empêcher les goëttes de venir nous piller. Nos guerriers doivent se tenir prêts. » La mère posa une main amicale sur la joue de sa fille. « Ne t'inquiète pas, nos guerriers le sont. » Arella soupira. « Et tu penses que je ne le suis pas, c'est ça ?»« Arella, tu es ma fille, je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. »« Mère, tu es ma mère. » La jeune fille sourit. « Et moi aussi, je veux te protéger. » Mais la femme soupira. « Mais c'est le rôle des guerriers de faire la guerre. »« Tout à fait, et je suis une guerrière. »« Tu es une femme, tu n'as aucune obligation d'aller te battre. »« Peut-être, mais j'en ai le droit. »« Mais tu n'as que 16 ans. J'ai l'âge, la maturité et l'adresse requise. Ne t'inquiète pas, maman, j'irai me battre et je reviendrai accrocher la tête du chef goëtte à notre porte. » La mère de famille baissa les yeux. Elle ne connaissait que trop bien sa fille, impétueuse, forte tête. Elle tenait plus de son père que d'elle, et c'était bien ce qui l'inquiétait. « J'ai perdu un mari sur le champ de bataille, je ne veux pas perdre l'une de mes filles. Toi et les autres guerriers, je ne vois vraiment pas ce que vous trouvez de beau dans la guerre et la mort. » La jeune fille répondit les yeux pleins de rêves. On voyait sans mal que jamais elle n'avait vu de bataille, à part dans les récits glorieux des bardes. Mais ceux-ci ne montraient jamais le véritable visage de la guerre. Ce qui est beau, ce n'est pas la mort. Voir des hommes chargés vers l'ennemi, c'est pas poétique parce qu'ils courent vers leur propre perte, mais parce qu'ils sont prêts à y aller. Ce qui est beau dans la guerre, c'est de voir des hommes et des femmes prêts à donner leur vie pour la survie de leur famille, pour leur honneur, pour leur clan, et parfois par amour. Ce qui est beau dans la guerre, c'est de voir le sacrifice et la générosité dont font preuve les guerriers, prêts à offrir leur vie à autrui. Les guerriers prennent les coups à la place du peuple. Dis-moi ce qu'il y a de plus beau qu'un homme donnant plus de valeur à son honneur ou à son peuple qu'à sa propre vie. Dis-moi donc ce qu'il y a de plus beau qu'un homme prêt à se sacrifier pour le bien d'autrui. Dis-moi juste une unique chose plus belle que cela. Et alors je n'irai pas affronter les goëttes. Oya s'assit face à sa fille et plongea sur elle le regard malheureux. Il existe une chose plus belle, une famille unie et heureuse. Sa fille imita le geste que sa mère avait eu 1 minute plus tôt et posa sa main sur la joue de celle qui lui avait donné la vie. Cette chose dont tu parles ne peut pas exister sans que des guerriers protègent les membres de cette famille. Les Indus sont des guerriers, laisse-leur le champ de bataille. Et pour faire quoi ? Claqua l'adolescente qui perdait patience. Trouver un mari d'un autre clan, lui faire des enfants et un jour le voir partir au combat et ne jamais revenir ? Ça, c'est ta vie. Tu l'envies peut-être pour tes filles et peut-être Kolda et Fradia ont fait le choix de faire de même, mais moi je le refuse. Tu penserais autrement si tu savais ce que c'était que l'amour. L'amour, Arella le connaissait plus que sa mère ne l'imaginait, et il avait perdu tout son sens à l'instant même où elle avait appris la déclaration de guerre des goëttes. Son cœur d'adolescente était meurtri plus qu'elle ne le laissait même juste apercevoir. Elle vida sa corne d'un trait et quitta la demeure sans demander congé. Oya s'aperçut bien que ses paroles avaient blessé sa fille, mais elle ne se l'expliquait pas. Elles en parleraient de femme à femme lorsque les esprits se seraient apaisés. Arella alla retrouver Yurgad, mais celui-ci avait dû partir, appelé par Glorger, le chef du clan. Le champion entra dans la demeure du chef, une maison pourvue d'un étage au centre de la capitale. Un garde l'accompagnait à la salle de guerre où le roi s'entretenait déjà avec Fektar, le druide. Les deux étaient accoudés de part et d'autre d'une table. Ils observaient avec gravité la carte de la région, réfléchissant aux meilleurs moyens de contrer l'attaque des goëttes. Fektar portait le vêtement commun à tous les druides, une longue robe de lin qui ne le protégeait absolument pas du froid. Il arborait une épaisse barbe blanche noueuse. Son visage ridé était marqué par près de 50 années de guerre, de sacrifices et de décisions difficiles. Il avait acquis sa sagesse au prix de longues études et des pires souffrances dont la vie pouvait vous affliger. Cela avait fait de lui un druide impitoyable, qui aurait pu être un grand chef de guerre. D'ailleurs, en réalité, il l'était. Glorger, quant à lui, portait fièrement son saillon aux couleurs de son clan, brun et orange, cousu dans un parfait tartan. Ses cheveux étaient blonds comme l'était le soleil. Il les portait longs, 2 mèches tressées de part et d'autre de son visage carré, qui passaient derrière ses oreilles pour se rejoindre à l'arrière de son crâne, plus étincelante que l'aurait été l'or de la plus précieuse des couronnes de roi. Il avait le regard fier et dur de ceux qui commandaient.
Ses joues creuses et son épaisse moustache, qui tombait des deux côtés de sa bouche jusqu'à son menton, accentuaient son aspect guerrier. Jamais une bataille où il avait donné les ordres n'avait été perdue. À la tête du clan Indus, Glorger et Fektar donnaient une alliance extrêmement dangereuse pour quiconque s'attaquait à eux, mais cela n'impressionnait pas les féroces Goeth. « Où en sommes-nous » demanda Yurgad, faisant sursauter Glorger. Fektar prit la parole. « D'après notre espion, nos ennemis vont arriver par l'ouest. Des éboulements et la neige bloquent la route du nord, y faire passer une armée est impossible. Ce détour va les ralentir et nous faire gagner une journée. » « Ils vont traverser la rivière Alna, fit remarquer le champion en pointant du doigt un emplacement de la carte. Ça serait l'endroit parfait pour une embuscade. »« En temps normal, nous te donnerions raison, intervint le roi. Nous pourrions les y attendre, et les roches de l'Alna bloqueraient leur cavalerie, nous donnant l'avantage à pied. Mais ils voyagent sans chevaux. »« Sans chevaux » s'étonna le champion. « Mais qui se croit assez fort pour faire la guerre sans cavalerie ?»« Les Goeth le font. Le problème, c'est qu'ils sont vraiment assez forts pour le faire. D'après l'espion, il manque tellement de ressources qu'ils donnent la nourriture des chevaux aux femmes et aux enfants. Envoyer la cavalerie, c'est envoyer la nourriture des chevaux avec, et laisser leur peuple sans rien à manger. » « Je vois. Et qu'est-ce que ça change? La rivière Alna reste un bon endroit pour une embuscade. Chevaux ou pas, nous pouvons les y attendre et prendre le dessus. »« Rappelle-moi, Yurgad, de combien de guerriers disposons-nous ? » Eh bien, nous pouvons facilement envoyer se battre 500 guerriers aguerris et en laisser autant protéger la capitale au cas d'une autre attaque ou de quoi que ce soit. Ajoutons à ça une bonne centaine, voire 200 volontaires que nous trouverons parmi le peuple et nous écraserons vite leur petite escarmouche. Et tu veux envoyer 7 ou 800 épées à l'assaut, c'est ça ton plan, Yurgad? Parfait, sauf que c'est un peu plus de 1000 guerriers et 200 volontaires qui approchent, et pas n'importe lesquels, des Goeth. Il va falloir un peu plus que quelques roches et une rivière gelée pour que ton embuscade les arrête. 1200? Mais où est-ce qu'ils ont trouvé autant de braves? Pas des braves, Yurgad. Des fermiers, des forgerons, des marchands, des femmes et des adolescents. C'est pas la bravoure qui les pousse au combat, c'est la faim. Très bien, alors nous massacrerons des femmes et des adolescents. 500 guerriers entraînés au combat qui ont l'expérience des batailles et ont connu la peur vaudrait mieux que 7000 pleutres avec des fourches. Ils fuiront en nous voyant arriver. Sauf que tes 7000 pleutres sont affamés. Ils savent tous que c'est mourir par nos épées ou crever de faim. Tu t'attends à voir des pauvres gens apeurés, mais tu vas tomber sur les bêtes sauvages qui s'élanceront sur tes guerriers, sans aucune peur ni aucune pitié. S'ils en sont arrivés à manger la nourriture de leurs chevaux, imagine-toi à quel point ils sont désespérés et prêts à tout. Oui, ce ne sont pas des combattants expérimentés, mais crois-moi, aucun Goeth ne tournera les talons. 1000 Goeth, même des fermiers, ça reste 1000 guerriers endurcis, surtout avec la faim au ventre. De plus, Dalos va les accompagner au combat. Dalos. Ce simple nom, celui du roi des Goeth, était lourd de sens pour celui qui l'entendait prononcer près de ses murs. Les Goeth étaient sans conteste l'un des peuples les plus durs des terres de l'Arc. Des hommes et des femmes rustres, descendants de plusieurs générations de pillages et des pires violences. Si les Mineros élisaient leur roi par vote du peuple, si les Tuat avaient pour chef le plus âgé et le plus sage, et si chaque clan choisissait son souverain en fonction de sa propre culture, le chef des Goeth était l'homme de leur clan ayant pu ôter la tête de l'ancien chef dans un duel à mort. Et si ce chef mourait au combat contre un autre clan, un tournoi était organisé pour élire le nouveau roi Goeth, dans la violence et dans le sang. Ainsi, depuis l'arrivée des hommes sur les terres de l'Arc, chaque roi Goeth avait été considéré comme le plus puissant des guerriers de sa génération. Savoir un homme pareil dans les rangs était aussi encourageant pour ses guerriers qu'inquiétant pour ses adversaires. Fektar n'avait pas prêté attention à la conversation entre le champion et le roi, ayant déjà toutes les informations que l'un et l'autre pourraient donner. Il avait préféré se taire et sonder la carte de ses yeux de stratège. Lorsqu'il prit la parole, les deux autres se turent. Il n'y a aucun endroit où nous pourrions tendre une embuscade assez meurtrière, pas avec le peu d'hommes que nous pourrons envoyer. Pour gagner, nous aurons besoin de chaque homme, de chaque femme capable de porter l'épée. Nous allons les attendre ici, derrière nos murs. Une fois qu'ils seront là, il ne sera plus question de volontariat. Les nôtres n'auront pas d'autre choix que de se battre. Chaque homme, chaque femme prendra les armes. Si je puis me permettre une objection, druide, tenta Yurgad avec tout le respect qu'ordonnait le rang de celui à qui il s'adressait, si les Goeth décident de tenir le siège, nous ne pourrons pas rester enfermés ici longtemps, pas avec le peu de vivres qu'il nous reste. Les Goeth ne tiendront pas le siège, ils ont aussi peu de nourriture que nous, mais moins encore. Ils vont venir, prendre ce qu'ils peuvent et repartir au plus vite nourrir leur famille.
Ça fait des dizaines d'années que nous les combattons régulièrement, je les connais. Ils sont courageux, dangereux, mais ce ne sont pas des stratèges. Ils s'élanceront sur nos murs et iront mourir avec bravoure, sans réfléchir. En les attendant, que tous les forgerons, tous les charpentiers et tout qui peut participer cessent le travail qu'ils ont en cours et renforcent nos défenses. La bataille sera longue et acharnée. Nous ne pouvons pas laisser un seul d'entre eux pénétrer la capitale. Qu'en dis-tu, Glorgeur ? Le roi cherchait une autre solution, mais n'en trouvait pas. Son mécontentement marquait son visage. « J'aime pas me terrer comme un rat, ni exposer le peuple au combat. Mais ils sont trop nombreux pour un affrontement ouvert. Demain, ils entreront dans le bois du Kavlor. Jusque-là, envoyez des hommes tendre des pièges. Que nos ennemis subissent des pertes avant que nous les combattions. Ça les arrêtera pas, et leurs morts seront minimes. Mais si ça peut un peu les ralentir et au mieux saper le moral des moins endurcis, tant mieux. » « Très bien, répondit Yurgad, j'enverrai des chasseurs. »« Et tu vas le faire tout de suite, dépêche-toi. » Le champion salua ses deux supérieurs et s'exécuta. Lorsqu'il sortit de la maison du chef, Yurgad ne remarqua pas les nuages de fumée qui s'élevaient d'une petite clairière au nord, ou s'il les avait remarqués, il n'y avait pas prêté attention. Seule Arella connaissait la signification de ce signal, ainsi que la personne qui les lui envoyait. Elle attendait Yurgad, assise dans la neige depuis assez longtemps, et elle ne voulait pas faire attendre Argor. Elle se leva et prit son épée jusque la poser à côté d'elle pour la mettre au fourreau. Jamais elle ne se risquerait à aller voir cet homme désarmé, surtout ce jour-là. Elle jeta un rapide coup d'œil autour d'elle, s'assurant que personne ne la verrait quitter la capitale, et prit la route de la clairière, où elle et Argor avaient rendez-vous. Argor était debout à côté du feu, épée au fourreau. Il observait les alentours en attendant l'arrivée d'Arella. Tout comme elle, il espérait ne pas avoir à se servir de son arme, mais il était prêt à le faire. Leurs deux clans étaient à présent ennemis. Âgé de 16 ans, il avait déjà la carrure d'un combattant aguerri. Ses deux parents avaient fait la guerre toute leur vie. Il n'avait que 10 ans lorsque sa mère mourut en couche pour mettre au monde sa jeune sœur. Il se souvenait des dernières paroles de celle qui lui avait donné la vie. « Je suis heureuse que tu ne sois pas une fille. Tu auras l'honneur de mourir sur un champ de bataille. Je t'envie. » Sa mère était une puissante guerrière, aussi acharnée au combat qu'impitoyable. Lorsqu'elle trouva la mort, le clan Goët entier dut faire son deuil. Après cette perte, Argor fut élevé par son père, Kjurgod. Celui-ci lui apprit le courage plus que la violence. C'était un homme rustre, mais sage. Le jeune garçon avait le regard sévère hérité de ses ancêtres, mais un vétéran pouvait facilement y lire que jamais il n'avait participé à une bataille, ni même tué un homme. Brun, il portait les cheveux longs tirés en arrière par une queue de cheval. Les traits de son visage étaient fins, presque féminins, et le duvet poussant à peine là où les hommes plus âgés portaient la barbe n'aidait pas à lui offrir un visage viril. Néanmoins, son caractère trempé et sa force physique lui avaient permis de briser la mâchoire du premier qu'il avait traité de femme, obtenant que plus jamais personne ne l'insulte. La voix d'Arella le fit sursauter. Elle se tenait à distance et ne s'approchait pas, visiblement sur ses gardes. « Je ne t'attendais pas, lança-t-elle. Je sais que ton clan approche. Dis-moi ce que tu viens faire là. Tu es en territoire ennemi, je pourrais te tuer. » « Alors vas-y, fais-le. » Il fit un pas vers elle. Elle fit de même. Ils n'étaient tout de même pas assez proches l'un de l'autre pour être dangereux. « Comment sais-tu que les Goët vont vous attaquer ? » De la même manière que vous savez que nous avons eu de meilleures récoltes que les vôtres. Un clan doit se tenir au courant de ce qui se passe chez ses rivaux. Mais j'imagine que tu n'as pas quitté les tiens sans raison. Arella, nos clans s'observent avec méfiance depuis bien longtemps. Ils se sont battus des dizaines de fois. Personne ne sait que toi et moi, nous nous connaissons. Pourtant, on se connaît bien. Et aujourd'hui, nous sommes en guerre. La décision de piller les Indus ne vient pas de moi, mais liée à ma petite sœur. Un accident. Dans 2 jours, elle n'aura plus rien à manger. Je dois lui rapporter de quoi survivre. Alors je compte participer au pillage. Je voulais juste te le dire en face. Le regard de la jeune fille se durcit. Elle répondit d'un ton détaché, feignant l'absence de peine. Nous sommes des guerriers. Notre devoir est de nous battre pour protéger les nôtres. Protège ta sœur, je protégerai les miennes. Elle fit volte-face et voulut reprendre la route de son village, mais Argor bondit sur elle et la retint par le bras. Elle se retourna pour se dégager, prête à faire face à son premier réel adversaire. Elle dégaina son arme. Par réflexe, il la lâcha et sortit son épée pour se défendre. Mais elle ne frappa pas, s'apercevant vite que le garçon la regardait avec plus d'inquiétude que d'agressivité.
Arella, je t'en supplie, j'ai traversé la route du Nord pour arriver ici avant les autres. Écoute ce que j'ai à te dire. Il jeta son épée dans la neige. Leur clan était en guerre. Elle aurait pu le tuer sans peine. Il lui laissait faire de lui ce qu'elle voulait. Un prisonnier de guerre, un otage, une victime. Elle n'en fit rien. Il voulut ouvrir la bouche, mais elle le coupa dans sa première parole, en posant la pointe de sa lame sur ses lèvres. Ce qu'il voulait dire, elle le savait déjà. Ne dis rien, Argor. Nous avons perdu notre virginité ensemble, nous deviendrons des guerriers ensemble. Nous pouvons très bien faire notre devoir sans briser ce qui nous lie. Si tu me croises sur le champ de bataille, ne m'attaque pas et je ferai de même. Elle lui lança un sourire arrogant. Et le lendemain, nous fêterons la victoire des Indus. Il lui rendit son sourire, jouant le jeu de la provocation. Les Goïtes remporteront cette victoire, n'importe lequel de nos guerriers pourrait vaincre ton champion en duel. Ah oui, eh bien on va voir tout de suite si vous êtes à la hauteur de votre réputation. Elle avança d'un pas, son épée toujours pointée sur le visage d'Argor, le poussant à reculer. Après quelques mètres, elle laissa tomber l'arme. Lentement, elle approcha ses lèvres de celles de celui qu'elle aimait, jusqu'à ce qu'elle s'effleure. Il posa une main sur sa hanche, elle se dégagea et recula d'un pas, lui sourit en narquoisement. Il avança vers elle. Le jeu des hostilités venait de commencer, et aucun des deux n'allait laisser l'autre le soumettre. Ce corps à corps promettait d'être serré. Leurs chairs fondirent pour qu'ils ne fassent plus qu'un au milieu de cette clairière enneigée, comme ils l'avaient fait plusieurs fois. Quelle beauté que celle de la jeunesse et de l'amour. Ils s'aimaient sincèrement et pensaient vraiment que la guerre ne pourrait pas les séparer, que chacun dans un camp différent, ils pourraient combattre et s'aimer en même temps. Mais quelle belle naïveté que celle de ceux qui ne se sont jamais battus. Ils allaient apprendre que les démons de la guerre étaient plus puissants que ceux de l'amour. Le soir du même jour, capitale Couy. Depuis trop longtemps, l'hiver glaçait les os des habitants des terres de l'Arc. Si les clans se disputaient or et vivres, il arrivait que même les membres d'un même peuple se battent entre eux pour survivre. Le clan Couy n'était pas reconnu pour son sens de l'honneur, sa bravoure ou sa solidarité. Les hommes et les femmes qui peuplaient leur capitale étaient surtout réputés pour leur bière, dont certains disaient qu'elle était la meilleure du monde des hommes, leur bordel, et surtout les bagarres générales qui éclataient tous les jours. Coningan, l'autoproclamé roi Couy, était un alcoolique notoire qui avait atteint son rang en assassinant ses rivaux. Il laissait son peuple dans l'anarchie la plus totale, le gavant de boissons et de filles de joie, ce qui au fond convenait parfaitement à tous. Les rares Couy à être réfléchis et à avoir compris que Coningan menait le clan à sa perte furent décapités après avoir tenté d'ouvrir les yeux de leurs semblables, ou avaient fui la capitale. C'est dans ce contexte bien malheureux qu'une femme du nom de Gertrak tomba malade. Yuvnad, son plus jeune fils, avait durant les 2 dernières années mis de l'argent de côté dans l'espoir d'un jour quitter cette ville et ce peuple dans lequel il ne se reconnaissait plus. Ses frères étaient aussi portés sur la bouteille que l'était leur père, et Yuvnad fut le seul à s'occuper de leur mère. Il le fit jusqu'à son décès, ce matin-là, avant de découvrir que l'or qu'il avait eu tant de mal à rassembler avait disparu. Ses 2 frères, Clars et Dunged, se saoulaient depuis midi à l'abricot défoncé, un bordel de mauvaise réputation. Chacun avait déjà vidé plusieurs bouteilles d'alcool et profité de plusieurs filles, sans que personne comprenne où ils avaient trouvé l'or nécessaire pour payer cette fête à la mémoire de leur mère. Lorsque Yuvnad leur demanda des comptes, les suspectant d'avoir volé son argent, il ne récolta rien d'autre qu'une rouste et un œil au beurre noir. Il fut jeté hors de l'abricot défoncé par ses frères, qui continuèrent leur beuverie. Plusieurs heures s'étaient écoulées depuis l'accident lorsqu'un étranger pénétra les lieux. Il portait des vêtements de cuir sous une longue cape noire au capuchon relevé. Ses vêtements étaient sales et abîmés, preuve d'un long voyage. Sa cape était à demi recouverte de neige et, élément important pour un voyageur, il ne portait pas de saillon. Les hommes sans clan étaient monnaie courante à l'abricot défoncé. Des brigands ou autres mercenaires qui venaient dépenser ce qu'ils avaient gagné par l'épée en compagnie de femmes bon marché. Seul dénotait dans son apparence humble ces 2 hachettes de combat qui pendaient à sa ceinture. Elles étaient toutes 2 en tout point identiques, ornées de runes finement gravées et vraisemblablement forgées par un véritable artiste. L'inconnu avait dû les voler à un homme de très haut rang. Il souleva sa capuche dont il n'avait plus besoin à l'intérieur, l'ambiance de l'établissement tenant le froid de l'hiver et la neige à l'écart, laissant apparaître le visage d'un homme qui devait avoir 25 ans. Ses cheveux, roux, se raréfiaient depuis longtemps. Très dégarnis, il avait cependant décidé de les garder longs,
les laissant pendre sur l'arrière de son crâne comme les derniers vestiges d'une jeunesse qu'il considérait bien derrière lui. Ses yeux verts étaient sévères, mais n'avaient rien d'agressif. On y lisait une autorité innée, la même que celle que l'on trouvait dans le regard des rois. Ses joues creuses et son menton volontaire étaient décorés d'une barbe de 3 jours, plus dorée que l'or lui-même. Il observa un instant la grande salle avant de s'avancer vers une fille libre. Il marchait avec assurance, tête haute, dos droit, d'un pas rapide. Ce n'était clairement pas là la démarche d'un paysan, d'un chasseur ou d'un guerrier, mais bien celle d'un homme de haute éducation. La grande salle était bondée, théâtre de ce que l'homme savait faire de pire. Les cris, les insultes, les chansons paillardes de bas étage et le boucan de l'activité des clients les moins pudiques, qui n'avaient pas eu la patience de prendre une chambre pour consommer une femme, faisaient trembler les murs du bordel dans le plus immonde des brouhahs. L'inconnu va s'adresser à la première femme libre qu'il trouva. Sur sa gauche, un homme d'une 40aine d'années venait de verser une chope de vin sur le pubis d'une jeune fille d'à peine 16 ans. Il y plongea ensuite sa bouche pour en récupérer la boisson que certains druides considéraient comme sacrée. Le nouvel arrivant observa le temps d'une seconde le jeu auquel se livrait le pervers, mais très vite cette écœurante vision lui fit détourner les yeux. Son regard se durcit encore. Il n'avait vraisemblablement aucune amitié pour ce genre d'établissement. Il interpella enfin la fille qui s'approcha de lui, gonflant son buste pour mettre sa poitrine en valeur. L'inconnu plongea son regard dans les yeux de la prostituée, visiblement peu attiré par ses seins couverts de boutons dont plusieurs possédaient une tête blanchâtre, prête à exploser. « Alors, beau voyageur, tu es venu passer une nuit au chaud en bonne compagnie ?»« Par pitié, répondit-il sur la limite de l'agressivité. Épargnez-moi vos allusions. Je suis ici ni pour boire votre mauvaise bière, ni pour attraper les maladies de vos filles. Je cherche 2 hommes, Clars et Dunged. » Il sortit de sa bourse 3 pièces en or, probablement plus que ce qu'elle gagnait pour une passe, probablement rien pour lui. « Ils sont juste là, indiqua-t-elle en pointant une table où 2 hommes buvaient, chacun une femme assise sur les genoux. L'inconnu offrit l'or à la femme et s'avança vers la table indiquée lorsqu'elle l'interpella. « Ne faites pas de grabuge, s'il vous plaît. C'est un endroit convenable ici. »« Oui, j'ai vu ça. » Le voyageur fit un signe de tête en direction du quarantenaire qu'il avait aperçu plus tôt. Celui-ci se versait à présent le vin sur ses parties les plus intimes, et la jeune fille, qui avait compris le message, commença à passer sa langue dans les poils broussailleux dans lesquels s'écoulait le précieux liquide. Il s'enfonça dans la foule jusqu'à atteindre ses cibles. Il s'arrêta au plus près de la table où les ivrognes le remarquèrent immédiatement. Les frères n'avaient clairement rien de jumeaux. Tous les deux étaient bruns, mais c'était bien là leur unique point commun. Le premier, fin et élancé, portait long ses cheveux raides comme des pics. Ses joues, rasées de près et sa moustache qui tombait de part et d'autre de sa bouche pour se fondre dans un bouc parfaitement taillé, prouvaient une certaine coquetterie. Son regard, quant à lui, était à la fois profond, sombre et hautain, témoignant, pour l'inconnu qui avait appris à juger les hommes, d'une personnalité à la fois trop sûre d'elle, égocentrique et dominatrice. Un mélange donnant souvent le pire des poisons. L'autre, plus vieux, à la fois plus large par ses épaules massives et son ventre tombant, semblait bien plus fort que son frère. Mais son regard agressif, pourtant vide de toute intelligence, en faisait un adversaire moins redoutable, car trop franc. Ses cheveux mi-longs et bouclés étaient gras, et sa barbe touffue qui épaississait ses joues rondes ne devait pas avoir été taillée depuis des semaines. Le plus mince, qui avait aperçu le visiteur en premier, comprit immédiatement qu'il leur apportait des ennuis. Il souffla à la fille qu'il avait sur les genoux de dégager, lui tapant sèchement les fesses. L'autre l'interrogea du regard. Il avait lui aussi remarqué l'arrivée de problèmes, mais ne voyait pas l'intérêt de cesser de profiter de ce pourquoi ils avaient payé. « Vous êtes Clars et Dunged, les frères de Yuvnad ?» demanda l'inconnu sans introduction. « C'est bien nous, » répondit le plus jeune. « Je suis Clars. Qui nous demande ?»« Vodiar. Je suis là pour récupérer l'argent de votre frère. » Le voyageur poussa sa cape en arrière, prenant soin de dévoiler les 2 haches qui pendaient à sa ceinture. Les 2 frères comprirent immédiatement la menace. Clars se leva de son siège et posa une main sur le pommeau de la dague qu'il avait dissimulé dans son dos pendant que le barbu, dans un soupir, poussa la fille qui s'éloignait en vitesse et ramassa son épée bâtarde qu'il avait posée à terre. L'affrontement était à présent inévitable et les clients s'éloignèrent pour laisser place au spectacle. « Frappe le premier, et nos amis se feront une joie de t'arracher les tripes par le cul », menaça Dunged. Vodiar observa un instant autour de lui. Effectivement, la plupart des hommes présents semblaient avoir bien envie de participer à son lynchage.
Il avait appris à se battre en défendant sa vie lors de maintes batailles, mais s'il se savait capable d'emporter la moitié de la clientèle avec lui avant de tomber, il n'avait aucune envie de mourir si proche de son but. Il laissa retomber sa cape, cachant à nouveau ses armes. « Je ne vais pas vous frapper, je ne voulais pas vous vexer et j'en suis navré. Que diriez-vous d'un petit tour de magie ?» Sans laisser le temps à quiconque de réagir, il s'empara de la bière de Dungad, toujours posée sur la table. « Vous voyez, c'est une chope tout ce qu'il y a de plus normal. Là, vous pouvez boire dedans. Et maintenant, magie !» En une seconde, il se racla la gorge pour en sortir une épaisse glaire qu'il cracha dans la bière. « Maintenant, vous pouvez plus !» La réaction espérée ne se fit pas attendre. Clar se dégaina sa dague et se jeta sur Vaudiard, mais il reçut la chope en plein visage. Celle-ci éclata en morceaux, dont certains s'enfoncèrent sous sa peau. Dungad dégaina son épée et renversa la table qui se trouvait entre lui et Vaudiard. L'étranger sortit ses haches et para le premier coup qui lui fut porté. Son adversaire avançait sur lui comme un sanglier à la charge, frappant dans tous les sens sans arrêter. L'étranger n'eut pas d'autre choix que de reculer en esquivant les attaques jusqu'à être arrêté par une autre table, dans son dos. Dungad porta un coup plus violent que les autres, arrachant l'une des haches des mains de son porteur. Emporté par son élan, la bête sauvage ne put parer le coup que Vaudiard profita pour donner dans son bras gauche. La hache s'enfonça dans la chair jusqu'à atteindre l'os. La douleur fut telle que la brute lâcha son arme en hurlant. Un homme arriva par derrière et ceintura Vaudiard, qui lança sa tête en arrière, heurtant celle du nouvel assaillant qui lâcha prise. Ensuite, se retournant, il envoya de toutes ses forces sa hache dans le visage de l'ivrogne. Le coup fut tel que la mâchoire inférieure de l'homme s'arracha, le laissant tomber au sol, portant sa main à son menton disparu, en hurlant de panique et de douleur. Vaudiard reconnut le quarantenaire qui jouait avec le vin et la jeunesse. Il songea, heureux, à l'idée que le pervers allait bientôt mourir de la souffrance, avant de refaire face à Dungad. Ce dernier attrapa celui qui avait craché dans la bière à la gorge, l'étranglant par sa seule main encore utilisable. Vaudiard agrippa son poignet et se dégagea, avant de plaquer la main de son adversaire sur une table. Celle-ci tomba ouverte et l'étranger en profita pour y porter un coup de hache. La lame, tombée au niveau de la première phalange, coupa net tous les doigts du frère indigne. Le guerrier retira son arme enfoncée dans le bois, et alors que Clar s'approchait par derrière, il se dégagea pour s'en éloigner dans la direction de l'arme qu'il avait lâchée plus tôt. Ainsi, il ramassa la hache et fit face aux deux frères. Il se tenait, droit, fier, tel un géant au milieu des loups apeurés. Dungad hurlait en se tenant la main, tentant de ralentir l'hémorragie. L'homme sans mâchoire avait déjà perdu connaissance, et le visage de Clar se serait marqué à jamais. Un morceau de la chope ressortait de sa pommette. Plus personne n'osait l'approcher, ni même soutenir le regard déterminé qu'il lançait autour de lui. Un regard dénué de toute peur et de toute pitié. Vaudiard avait la stature impressionnante d'un héros dont la légende commençait le soir même. « Sauvez donc vos misérables vies! Rendez-moi l'or !» ordonna l'étranger qui avait compris que ses adversaires avaient assez peur de lui pour obéir. Clar hésita une seconde, mais se résolut. Il décrocha de sa ceinture une bourse à la taille conséquente et la jeta aux pieds de Vaudiard. Ses yeux hurlaient de rage. L'homme se pencha pour ramasser l'argent. « Tu ne vivras pas assez longtemps pour le dépenser !» menaça Dungad. « Je jure devant les dieux, peu importe le chemin que tu prendras dans ta vie, tu m'y trouveras et je t'y tuerai !» Sans tes doigts, tu auras du mal à porter l'épée. Et sans armes, je doute que les gens que tu extorques tardent à profiter de ta faiblesse comme tu profites de leur. Je pense que c'est toi qui ne vivras plus très longtemps. Tout le monde se taisait à présent. Vaudiard avança dans la foule qui se séparait pour lui faire place. Il s'arrêta au niveau de l'homme à qui il avait arraché la mâchoire et saisit sa bourse. Il l'ouvrit et compta son contenu, après quoi il y ajouta plusieurs pièces de sa propre bourse et la lança dans la direction de la jeune fille toujours couverte de vin. Celle-ci la rattrapa et remercia. « Au lieu d'attendre l'aide d'inconnus et de les remercier, tu ferais bien de t'aider toi-même et d'œuvrer à ne pas avoir besoin d'autrui, sans quoi tu finiras tes jours ici. » La jeune fille baissa les yeux, et Vaudiard quitta l'abricot défoncé, espérant ne jamais revoir d'autres établissements tels que celui-là. On cogna à la porte. Yuvnad quitta sa place et ouvrit l'entrée pour y découvrir Vaudiard. Les vêtements de l'homme qui l'avait hébergé étaient tachés de sang, mais il était indemne. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda l'autre, inquiet autant pour ses frères que pour celui qui lui avait promis son aide. « J'ai récupéré votre or, voilà ce qui s'est passé. » Vaudiard tendit la bourse au cadet de la malheureuse fratrie. L'étranger était arrivé en ville à la nuit tombée. À la recherche d'une auberge, il avait rencontré Yuvnad. Ce dernier venait de tout perdre, et il espérait qu'une compagnie amicale lui fasse oublier ses soucis. C'est pourquoi il proposa son hospitalité à un parfait inconnu. Il ne craignait rien, car il ne possédait plus rien que l'on puisse encore lui voler.
Mais Vodiar était un homme juste parmi les justes, qui appréciait les gens humbles et bons, les gens comme Yuvnad, et haïssait ceux qui profitaient d'eux. Lorsqu'il lui avait demandé comment il s'était fait son œil au beurre noir, Yuvnad lui a fait confier son histoire, et Vodiar avait décidé de lui prêter main forte. « Je ne sais pas comment vous remercier, dit le malheureux sans cacher son émotion. Il était sur le point de pleurer. « Restez ici cette nuit, et demain je vous inviterai avec mon or dans la meilleure taverne de la ville, de quoi récupérer de votre longue route. »« Non merci mon ami, refusa poliment le voyageur. Étant donné ce qui vient de se passer à l'abricot défoncé, je pense préférable pour moi de quitter la ville dès cette nuit. Et si vous ne voulez pas que vos frères récupèrent ce qu'ils vous avaient volé, je vous suggère de faire de même. »« Vous allez partir sous cette neige ?» s'écria Yuvnad. « Vous n'irez pas loin ?»« Eh bien, j'irai encore moins loin si je reste ici. » Vodiar était décidé, il n'allait pas accepter la proposition. « Et vous allez où ?»« Dans le nord, je dois traverser le territoire Rognac. Et vous ?»« Eh bien, j'avais également pensé rejoindre le clan Rognac. Ce sont des marchands, des artisans, je pense pouvoir m'y faire une bonne place. »« Eh bien, voyagez avec moi, » proposa Vodiar sans la moindre hésitation. « Si ça ne vous dérange pas de marcher de nuit sous la neige, j'aurai plaisir à avoir une compagnie pour une fois. » Yuvnad observa une seconde la maison où il avait grandi. Il aurait voulu repousser son départ en prétextant devoir rassembler ses affaires, mais il n'en avait aucune. Sa mère était morte, plus rien ne le rattachait à la terre qu'il avait vu naître. « J'accepte, dit-il enfin, résigné. Partons. » Il s'approcha d'une table sur laquelle reposaient quelques vêtements. Vodiar remarqua un saillon aux couleurs du clan Kui, comme il remarqua que Yuvnad lui préféra une cape en peau de bête. Ce choix était fort en symbole. Yuvnad venait de renier son passé, prêt à commencer une nouvelle vie. Les deux hommes montèrent le cheval qui avait porté Vodiar jusque-là et se mirent en route. Le vent glacial hurlait à leurs oreilles et giflait leurs visages, alors qu'ils s'enfonçaient dans la pénombre de la plaine qui entourait la capitale Tkouy. Yuvnad regarda derrière lui. Déjà les lumières de la ville n'étaient plus qu'un faible point lumineux, camouflé par la neige qui tombait sans cesser. Depuis plusieurs années, il haïssait cet endroit. Il avait rêvé des centaines de nuits du jour où il quitterait enfin ce lieu. Pourtant, ce jour venu, il ressentait une grande peine. Un homme s'attache à sa terre. Il la fait fleurir, se bat pour la défendre, espère y fonder une famille. Il souffre lorsqu'il la voit perdre son éclat, et plus encore lorsqu'elle en a tant perdu qu'il doit la quitter. Il voulut sauter ses pensées malheureuses et lança la conversation. « Alors, pourquoi vous voyagez vers le nord ?» Vodiar hésita avant de répondre, mais se dit que s'il devait voyager avec un compagnon, il valait mieux ne pas avoir peur de lui parler. « Je suis à la recherche des Fianna, je veux intégrer leur ordre. D'après mes informations, on en a vu un groupe dans une ville du clan Rognac. »« Les Fianna ?» s'étonna Yuvnad. « Ce sont des mercenaires, ils se battent pour l'or. Je ne vous pensais pas ainsi. » Les Fianna sont un ancien ordre. Mon père me contait souvent leurs légendes lorsque j'étais enfant. Sur la terre d'Erin, où nos ancêtres ont vécu, ils servaient le roi et récoltaient l'impôt, mais ils faisaient aussi régner la justice. Les barbes chantent leurs batailles, leurs exploits, ceux d'hommes qui se battaient pour des idéaux d'honneur et de loyauté. Mais Yuvnad n'y croyait pas. Mais les Fianna des légendes sont morts, leur ordre a disparu. Ceux que connaissent les terres de l'Arc ne sont que des mercenaires qui ont repris ce glorieux nom. Ils sont bien plus que cela. J'ai étudié l'histoire de leur bataille. Pas une seule fois, ils n'ont été dans le mauvais camp. C'est peut-être parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs et qu'ils ont toujours été recrutés par le clan le plus fort. Si vous les rejoignez pour rendre la justice, je vous prédis une grande déception. Ouais, et qu'est-ce que tu en sais? Et vous, qu'est-ce que vous en savez? Où un voyageur indépendant comme vous a-t-il pu étudier ces batailles? Le guerrier hésita une nouvelle fois avant de répondre. Je suis Vodiar. Je suis le fils d'Almus, le roi du clan Mineros. Fin de la partie 2.